Chapitre 11. L'embuscade. Le monde au-delà de la clairière était oppressant. Des nuages d'insectes se pressaient autour de Carrigan et de Cheval, leur dérobant le plaisir qu'ils auraient pu trouver à la vue de la floraison sauvage, au son des trilles des fauvettes récemment revenues du sud. Un petit nombre d'arbres à feuilles caduques, éparpillés entre les épicéas pointus qui leur dérobaient la lumière solaire, s'efforçaient de déployer leurs feuilles. Le temps oscillait entre froide humidité, chaleur estivale et forte pluie. Carrigan choisit souvent de porter le grand manteau malgré la chaleur, car il constituait sa seule protection contre les piqûres d'insectes. Le tissu des manchettes était brûlé en profondeur et en lambeaux depuis sa confrontation avec la créature de Cormoran Van. Pourtant, elle se sentait plus en sécurité lorsqu'elle le portait. Ils suivirent longtemps la route au petit galop, autant pour semer les insectes que pour hâter leur progression. Cheval avançait à une allure infatigable, sa queue fouettant l'air en rythme de ses grandes foulées. Il était difficile de savoir si c'était l'envie d'échapper aux insectes ou la sensation du printemps qui le poussait. Malgré leur vive allure, ils n'en prenaient pas moins le temps de couvrir leurs traces, car elle savait qu'Immeré et ses hommes les recherchaient toujours, elle et le message. S'ils étaient prudents sur la route, ils l'étaient tout autant lorsqu'ils la quittaient. Ils ne suivaient plus à l'aveuglette les pistes tracées par les grands animaux pour trouver un campement. Carrigan ne cessait de se réprimander pour l'avoir fait la première fois. Suivre des traces de gibier au crépuscule équivalait à se jeter dans les griffes d'un prédateur. Ce n'était pas un hasard s'ils avaient rencontré la créature de Cormoran Van à l'heure du dîner de la plupart des carnivores. Pour autant qu'elle sache, un cougar ou bien un ours pouvait très bien les attendre au détour d'une piste, à l'affût d'un repas facile. Entre Immeré et la créature, Carrigan se sentait une proie potentielle de bien des manières. Au bout d'une semaine de voyage rapide, elle commença à trouver des signes de présence humaine. La route ne s'était aucunement améliorée, mais elle était creusée de marques de roues et d'empreintes de sabots toutes récentes. De temps à autre, elle et Cheval se camouflaient dans les bois et regardaient ceux qui passaient. Il y avait des hommes moroses, à la barbe épaisse et aux larges épaules, vêtus de peau de daim, accompagnés de chevaux ou de mules croulant sur leur chargement de peau tannée. Des marchands vêtus de couleurs vives voyageaient sur des chariots remplis d'objets. Bien qu'ils n'aient pas l'air à moitié aussi prospères que les grands négociants des clans de Sakoridi, les maîtres des caravanes étaient lourdement armés et protégés par un garde, qui regardait la route d'un air préoccupé. À la vue des marchands, qui appartenaient ou non à un clan, Carrigan ressentait des bouffées de nostalgie. Tous les marchands attendaient le printemps avec impatience, après un hiver passé presque sans voyager, sans négocier ni conclure d'échanges. Avec le printemps revenait l'occasion de revoir de vieux amis et d'accroître le commerce. Carrigan avait accompagné son père dans nombre de ses voyages printaniers, qui incluaient souvent un passage dans les foires. Elle s'asseyait fièrement à côté de lui sur le chariot de tête d'une longue caravane, et ils voyageaient de ville en bourgade. Mais son père n'était pas là. Elle était seule sur une route dangereuse, et les foires n'étaient qu'un rêve lointain. D'autres voyageurs armés passaient sur la route, mais elle ne pouvait décider s'il s'agissait de bandits, de mercenaires, ou bien des deux.
il y avait des hommes et des femmes. Certains avaient l'air jovial et conversaient le cœur léger. D'autres avaient l'air moroses et sévères, comme les gardes des marchands. Mais d'autres encore avaient une mine franchement louche. Leurs vêtements étaient souillés et leur corps sentait mauvais, même de là où elles se trouvaient, à l'écart de la route. Les brides de conversation qu'elles pouvaient saisir étaient plus souvent qu'à leur tour des grossièretés. Elles ne savaient pas si elles devaient se réjouir de voir d'autres personnes sur la route ou s'en alarmer. Porter un message de vie ou de mort remis par un cavalier vert décédé la faisait soupçonner tous les passants. Le message, ce message de la plus haute importance, que contenait-il ? Elle mourrait d'envie d'y jeter un coup d'œil. Elle avait déjà risqué sa vie à le porter. N'avait-elle donc pas le droit de le lire, même si Freyan Coblebey lui avait dit de ne pas le faire ? Kerrigan tira sur les rênes et arrêta cheval, en faisant abstraction des nuées d'insectes agglutinés autour de sa tête. Elle décrocha la sacoche du message et sortit l'enveloppe. Il y avait écrit « Pour le roi Zacharie », d'une écriture rapide et inégale. Elle fronça les sourcils. « Ce n'est pas pour moi. » Elle retourna l'enveloppe et regarda le seau de cire. Il était toujours intact et sa couleur encore vive malgré les conditions de transport. La transpiration qui perlait sur son front goutta sur l'enveloppe. Elle l'essuya délicatement avec sa manche. Je pourrais dire qu'il s'est brisé durant le voyage. Peut-être pouvait-elle glisser la pointe du sabre en dessous, puis faire fondre la cire et sceller de nouveau le message après l'avoir lu. Mais cela déformerait l'image parfaite du chevalier, et on verrait évidemment qu'elle y avait touché. Il n'y a qu'une seule solution, décida-t-elle. Elle tenait le seau de cire entre ses doigts, prête à le briser. Un œil clos, le visage déformé par une grimace, comme si elle ne voulait pas voir ce qui allait se passer. Puis, Cheval bougea et remua les oreilles d'avant en arrière. Des voix, à peine inaudibles, flottaient quelque part derrière elle. Elle soupira, en réalité soulagée par cette diversion, et remit le message dans la sacoche, intact. Elle guida Cheval dans les bois et l'attira à distance respectable de la route. Puis, elle y retourna en rampant et se tapit derrière un rocher. 2 personnes, un homme et une femme, arrivèrent en vue. Ils marchaient avec une souplesse féline, une aisance dans le mouvement qu'il semblait contredire la puissance de leurs épaules et de leurs bras offensifs. Les muscles de leurs jambes ondulaient à chaque pas. Tous deux étaient vêtus du même pourpoint de cuir uni. Des manteaux gris, souillés par leur voyage et rapiécés, tombaient sur leurs épaules. Ils ne portaient aucun signe d'appartenance à une milice ou à une compagnie de mercenaires. Des bandits ou des aventuriers indépendants, pensa Kerrigan. De piètres brigands, si c'est bien ce qu'ils sont. Malgré l'usure apparente de leur équipement, les accros avaient été soigneusement recousus, et le cuir avait été huilé. De longues épées battaient leurs hanches au rythme de leurs pas. Leur piètre allure n'était probablement pas liée à leurs compétences guerrières. Ils étaient économes de leurs mouvements et ne faisaient aucun geste superflu, bien qu'ils aient l'air d'être en pleine discussion. Une importante discussion qui s'échauffait. « Mais Jandara, dit l'homme, puisque je te dis que j'ai senti l'odeur d'un cheval. » Sa compagne le regardait du coin de l'œil. Des boucles de cheveux roux ondulaient dans son dos. « C'est juste que tu as faim, dit-elle. Tu imagines des choses. Et cette éjection un peu plus haut sur la route alors ?
Écoute, on a croisé plusieurs voyageurs sur cette voie, dans les deux directions. Qui te dit que le dernier tas de crottins appartient au cheval que nous recherchons? » Le visage de l'homme était morose, couvert d'un début de barbe blonde hirsute, et on voyait clairement, en dessous, la tension de sa mâchoire. « Je suis fatigué de marcher. Nous devrions être avec notre Seigneur. » Le couple arriva à hauteur de la cachette de Carrigan et continua à avancer. « Je n'aime pas ça non plus, » dit celle qui s'appelait Jandara. « Mais nous devons faire ce qu'on nous a dit. » Hum, poursuivre des fantômes et des chevaux, ce n'est pas ce que nous sommes engagés à faire. Plus tôt nous en aurons fini, plus vite nous retournerons à nos véritables devoirs. Puis ils disparurent. Carrigan se leva et brossa son pantalon pour en ôter les aiguilles de pin. Leur conversation suffisait à la convaincre qu'elle n'avait pas la moindre envie de les croiser sur la route. En particulier depuis qu'ils avaient mentionné l'objet de leur traque. Des fantômes et des chevaux. Elle allait passer la nuit là, et peut-être la suivante. Elle préférerait qu'ils la devancent plutôt que de les avoir derrière elle. Quelques jours plus tard, par un après-midi étouffant, Carrigan capitula devant la chaleur. Elle plia le manteau et l'attacha à la selle avec son matelas. Même à l'ombre, on se serait cru au cœur de l'été des contrées du sud, et le nombre d'insectes semblait diminuer également sous l'effet de la canicule. Elle roula les manches de sa chemise et pressa les flancs de cheval. Soudainement, quelque chose bougea dans les broussailles, et Cheval s'écarta de sa trajectoire, désarçonnant presque Carrigan. Elle s'accrocha à sa crinière, mais un homme surgit des buissons et saisit la bride. Cheval rejeta brusquement la tête en arrière, mais la poigne de l'homme était ferme. « Descends, » dit-il. Carrigan jura en silence. C'était l'homme qu'elle avait observé l'autre jour sur la route. Mais où était la femme, Jandara? Elle fit un mouvement vers son sabre, mais sentit la pointe d'une épée entre ses reins. « Si j'étais toi, j'obéirais, » dit la femme derrière elle. Carrigan se passa la langue sur les lèvres, un goût salé de sueur. Si elle pouvait lancer Cheval au galop, peut-être l'homme relâcherait-il la bride, et la femme n'aurait pas le temps de... « Descends !» La pointe de l'épée appuya plus fort entre ses reins. Elle mit pied à terre. Cheval fit mine de vouloir s'emballer, mais l'homme tira brutalement sur la bride. « J'ai entendu parler de toi, rusé coursier. Si tu n'obéis pas, je te trancherai les jarrets. » La femme regardait Carrigan avec des yeux aussi froids que sa lame. Ce jour-là, un bout d'étoffe retenait sa luxuriante chevelure. « Pour moi, qui n'a rien d'un cavalier fantôme ?» L'homme pouffa d'un rire méprisant. « Les revenants, ça n'existe pas, et ce ne sont certainement pas des cavaliers. Ces abrutis de Mirpusiens puent la superstition. » Les yeux de Carrigan s'agrandirent. Il voulait sûrement parler d'Imuré, de Tusgad et du sergent. Et ils étaient Mirpusiens. Décidément, rien de bon n'émanait jamais de Mirpuis. L'homme tenant toujours la bride attrapa la sacoche du message. Il défit le lien de cuir, jeta un coup d'œil à l'intérieur et hocha la tête. Il referma la sacoche et refit le nœud. « On l'a !»« Enlève ton pactage, » dit la femme. Carrigan le fit glisser de ses épaules à contre-cœur et le lança au sol. Quelle fin honteuse pour sa mission! Elle s'était fait attraper.
et des mercenaires travaillaient pour le comte d'Imeret, compromettaient maintenant l'avenir du message. L'homme était déjà en train de fouiller les sacoches, riant de plaisir à la vue des restes de nourriture fournis par les sœurs Sorbier. La femme regardait avec dédain la couverture souillée et les vêtements trouvés dans le paquetage. « Je t'avais dit qu'on ne trouverait pas grand-chose de valable, » dit-elle. « Les Verdâtres ne sont pas réputés pour leur richesse. On a les vivres, Jean d'Arras, et un nouveau cheval, et tout l'or que Mirepuis va nous payer. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il détacha le manteau et le déroula. « Il a l'air bien chaud, mais... je veux pas qu'on me voie affublé de ce manteau crasseux de verdâtre. La babiole, en revanche... » Il regardait la broche, l'air songeur. Jean d'Arras avait repéré quelque chose qui brillait dans la couverture en boule qu'elle avait sortie du paquetage de Carrigan. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?»« N'y touchez pas, c'est à moi !» cria Carrigan, alarmé. Jean d'Arras, la mercenaire, tenait dans sa main des bagues finement ciselées et des bracelets sertis de joyaux, fascinés par leur éclat à la lumière du soleil. « Ça ne t'appartient plus, verdâtre. Ils étaient à ma mère. » Sa voix se brisa dans un sanglot. Les seuls objets qui avaient de la valeur à ses yeux, les seuls qu'elle avait emportés en quittant Célium. L'homme ouvrit la broche et laissa le manteau choir sur la route poussiéreuse. Un grand sourire révéla l'espace entre ses deux dents de devant. « Un peu tape à l'œil, mais ça vaut peut-être quelque chose. On s'en tire pas mal finalement, hein, Jane ? Notre chance a peut-être tourné. » Les sœurs Sorbier avaient dit à Carrigan que la broche ne tolérait pas d'être touchée par quelqu'un d'autre. Et pourtant elle jetait une faible lueur froide sous le soleil, comme d'habitude, alors que le mercenaire la soupesait dans sa paume. Mais les sœurs lui avaient aussi dit que le professeur Sorbier n'avait jamais maîtrisé la magie. Peut-être leur savoir avait-il des lacunes. Jean d'Arras était trop occupé à admirer les joyaux à ses doigts et à ses poignets pour répondre. « Et un sabre de verdâtre, mais on ne devrait jamais laisser une arme derrière soi. Les forgerons royaux façonnent vraiment de belles lames. » La gorge de Carrigan se serra de chagrin et de colère lorsque Jean d'Arras mit à son doigt la bague de fiançailles offerte par Stévic Gladéon à Carigny, sa promise, 25 ans auparavant. Elle était d'or, sertie d'un diamant qui flamboyait à la lumière du jour, telle une étoile. L'emblème du clan, un navire en mer aux voiles déployés, était gravé sur l'anneau. La gravure avait été faite 3 ans après le mariage, quand le clan Gladéon avait été officiellement reconnu par la guilde des négociants et un représentant de la reine. L'emblème symbolisait les expéditions les plus profitables de Stévic Gladéon. Les expéditions maritimes, soutenues par une famille industrieuse qui résidait autrefois dans les îles de la baie de l'Homme. Les bijoux que Jean d'Arras admirait à présent étaient le seul lien matériel avec sa vie antérieure, avec sa mère. « Laisse-les, dit-elle. « Je ne pense pas que tu puisses faire quoi que ce soit, dit Jean d'Arras en riant. Nous allons bien prendre soin de tes affaires, et les Mirepuisiens vont bien s'occuper de toi. » Carrigan serra les poings, les joues brûlantes. Elle n'avait pas éliminé l'innommable créature pour se retrouver entre les mains d'Imeret. Le monstre était plus dangereux que ces deux-là. Elle bondit sur Jean d'Arras avec un grognement animal, mais au même moment, l'autre mercenaire l'assomma avec la garde de son épée, qui rencontra sa nuque dans un craquement, et elle sombra dans les ténèbres.
Le sang battait violemment aux tempes de Carrigan lorsqu'elle reprit connaissance. Ses poignets, à la chair tendre, pas encore complètement guéris du sang corrompu de la créature, étaient cruellement attachés derrière son dos, et ses doigts étaient engourdis. Elle était couchée sur le ventre, sur les feuilles mortes et la mousse du sous-bois. Elle entreprit d'évaluer le reste des dégâts physiques, mais n'en trouva pas, hormis cette douleur cuisante à la tête et autour de ses poignets comprimés. Elle scruta prudemment les alentours, à travers la fente de ses paupières parcheminées. Les ombres s'allongeaient. L'après-midi touchait à sa fin. Cheval était entravé et décellé, à quelques mètres d'elle, la tête basse. Il avait l'air très abattu. Jandara et son compagnon étaient assis autour d'un feu et mangeaient les provisions de Carrigan. Ils avaient divisé ses possessions en 2 piles. D'une part, les choses dont il pouvait assurément se passer, à savoir ses vêtements de voyage usagés. Et d'autre part, les choses qu'il voulait s'approprier, l'épée et les bijoux principalement. L'homme tournait la pierre de lune entre ses doigts, mais elle ne s'illumina pas. À l'évidence, il lui avait aussi fait les poches. « Il est curieux, ce cristal, » dit-il. « Probablement un banal colifichet de verre, mais assez joli. »« Tu n'y connais rien, Thorn, » dit Jandara. « Tu vois comme il capte la lumière ? Un cristal de bonne facture, à mon avis. » Ce que je trouve bizarre, c'est qu'une simple verdate soit en possession de trucs si raffinés. Peut-être que c'est vraiment une voleuse. Mais pourquoi une voleuse irait délivrer un message au roi ? T'as entendu ce qu'elle a dit ? Comme quoi les bijoux seraient à sa mère. Tu dois avoir raison. Mais alors c'est une verdâtre stupide. On ne se balade pas sur une route comme celle-ci avec des bijoux. Carrigan referma les yeux. Penser que la mercenaire portait l'anneau de fiançailles de sa mère lui donnait la nausée. Comment le récupérer ? Même si elle parvenait à desserrer ses liens, comment pouvait-elle espérer échapper à 2 mercenaires parfaitement entraînés ? Le maître d'armes Randel lui avait appris beaucoup durant le petit nombre de sessions d'entraînement qu'ils avaient partagées. Mais elle n'avait ni la pratique ni la force nécessaire pour tenir tête à Jandara et à Thorn. « À quoi tu penses, verdâtre ?» Carrigan ouvrit les yeux et vit qu'ils étaient juste au niveau des pieds bottés de Thorn. « Je sais que tu dors pas. » Elle cracha sur ses bottes. « Je te l'accorde, » dit Thorn. « Tu n'es pas un de ces chiens de cavalier fantôme. Mais tu as du chien. » Il rit de sa propre plaisanterie, tandis que Jandara le regardait d'un air dégoûté, comme si elle avait dû supporter son humour plus qu'elle ne le souhaitait. « Demain, on reprend la route pour attraper le capitaine Immeré. J'attends de toi que tu te tiennes à carreau, voleuse. » Oui, une voleuse, c'est ce que tu seras, fillette. Comme ça, les gens qu'on croisera sur la route auront moins envie de te prendre en pitié. Un mot sur les cavaliers verts, et je t'envoie rejoindre le monde des esprits. Il s'éclafla de nouveau, et avant que Carrigan puisse se préparer à encaisser le choc, il lui décocha un coup de pied dans les côtes. La douleur explosa dans tout son corps, tandis que le rire de Thorn assaillait ses oreilles. Chaque inspiration lui déchirait les poumons. Dans un brouillard de douleur, elle crut voir Frian Coblebey, blanc et vaporeux, immobile parmi les arbres. Elle ferma les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, il avait disparu.
Carrigan avançait péniblement, la tête basse, dans la boue qui lui montait jusqu'aux chevilles. Un orage chahutait la cime des arbres, et une pluie diluvienne s'abattait depuis le ciel assombri. Un éclair déchira l'obscurité. Au début, Thorn n'avait pas eu l'intention de donner à Carrigan quoi que ce soit pour se protéger contre le mauvais temps. Il n'avait pas de manteau supplémentaire, et il ne voulait pas révéler son identité en la laissant porter son grand manteau. Contre toute attente, Jandara insista pour qu'il autorise Carrigan à le mettre. « Le cheval et son équipement révéleront de toute façon la supercherie, » dit la mercenaire. « On n'aura qu'à dire qu'elle a tout volé. » C'est une voleuse, pas vrai? En plus, il ne peut y avoir beaucoup d'imbéciles sur la route, par un temps comme celui-là. Elle lança à Thorn un regard furieux, lourd de sens, puisque c'est lui qui avait eu l'idée de voyager malgré l'orage, au lieu de se terrer dans un endroit sec. Thorn se laissa fléchir, mais lorsqu'elle put enfin mettre le manteau, Carrigan était déjà trempé jusqu'aux os. Elle releva la capuche sur sa tête avec ses mains attachées et chercha en vain dans les poches la fleur et la pousse de sorbier. Les mercenaires avaient dû s'en débarrasser, n'y voyant aucune valeur. Elle poussa un soupir désabusé. Elle n'espérait aucun secours cette fois. Elle devrait trouver toute seule une échappatoire. L'humidité avait réveillé une douleur sourde dans ses côtes. Mais l'effet du coup s'était atténué et elle pouvait respirer plus librement. Ses poignets étaient gonflés et rougis sous les bandages. Thorn ne l'avait pas autorisée à changer la gaze qui enveloppait les brûlures. « Comment tu t'es cramé, au fait ?» avait-il demandé. « En allumant un feu de camp bêtement ?» Elle estima la question indigne d'une réponse. Un feu de camp, et de taille. Elle se prit à souhaiter qu'une autre créature passe à l'attaque, pour voir ensuite si Thorn se débrouillerait aussi bien qu'elle. Elle fantasma sur d'énormes pinces qui l'attraperaient par le milieu du corps et qui l'écraseraient jusqu'à lui en faire sortir les yeux de la tête. La foudre frappa à proximité, avec un craquement assourdissant. Cheval broncha et se décala de plusieurs pas, nerveux. Carrigan grimaça lorsqu'elle sentit des picotements ramper de ses pieds jusqu'à la racine de ses cheveux. Le grondement du tonnerre s'éloigna. « Les idiots, pensa-t-elle. Ils n'ont pas la présence d'esprit de s'abriter d'un orage. » Une chose l'apaisa. Si quelqu'un devait finir foudroyé sur place, ce serait Thorn ou Jandara, car ils portaient leur épée au côté. Cette pensée ne lui déplut pas. Même encore maintenant, inconscient des dangers de l'orage, il montait cheval à tour de rôle. Celui-ci avait tout d'abord été rétif, mais Thorn avait de nouveau menacé de lui trancher les tendons. Carrigan lui avait ordonné de se tenir tranquille. Il l'avait regardé de ses grands yeux et avait renâclé par défi, mais il avait fini par tolérer les cavaliers. Aucun des mercenaires ne le montait longtemps au demeurant. « Il faut avoir des fesses en acier pour monter cette carne, » avait déclaré Jandara. « On l'utilisera probablement comme bête de somme. » Cheval regimba sous l'insulte. Carrigan sourit d'un air suffisant. Sa foulée pouvait être souple comme la mousse s'il le voulait bien. Ils continuèrent à avancer le long de la route, tandis que le tonnerre s'éloignait avec un grondement sourd, vers quelque lointaine contrée de Sakoridi.
Les mercenaires étaient plutôt pingres en ce qui concernait ses vivres, pensa Kerrigan. Ils étaient accroupis au pied d'un massif d'arbres au bord de la route, au mi-temps du jour. La pluie avait diminué jusqu'à devenir une bruine constante, et les derniers roulements du tonnerre avaient disparu 1 heure auparavant. Les insectes s'agitaient déjà frénétiquement dans l'air moite. L'estomac de Kerrigan grondait alors qu'elle ôtait les moisissures de la croûte de pain que Thorn lui avait jetée. Il se léchait les babines tout en dévorant un festin de viande séchée. Jandara était un peu plus mesuré. Juste un peu. Quelle sorte de mercenaires étaient-ils s'ils étaient incapables d'attraper un lièvre ou un écureuil de temps à autre? Même elle connaissait quelques trucs pour poser des pièges et chasser, grâce au premier maître, même si elle n'utilisait que rarement cette compétence. « Qu'est-ce que tu regardes si méchamment, fillette ?» demanda Thorn. « Vous avez l'air affamé. Les mercenaires qui vous ont formé ne vous ont pas appris à survivre dans les bois ?» Les yeux de Thorn brillèrent de colère. « Jandara et moi, nous étions des soldats de l'ordre le plus éminent. On n'avait pas besoin de savoir ça. » « Et de quel ordre il pourrait bien s'agir ? » ?»« Nous n'avons pas toujours été des mercenaires, fillette. Ce ne sont pas tes affaires. » Kerrigan devina qu'il n'était pas mercenaire depuis longtemps, et que ne plus appartenir à cet ordre éminent était manifestement un point sensible, du moins chez Thorn. Elle réfléchit ardemment à la fonction qu'ils avaient bien pu occuper avant de devoir louer leur épée. Des gardes, supposa-t-elle. Mais même les gardes suivaient un entraînement à la survie. À moins qu'ils n'aient jamais quitté un poste spécifique, ou soit de rang si élevé qu'ils aient eu des serviteurs. Ces imbéciles des Mirpuisiens nous ont raconté que tu pouvais disparaître, dit Jandara. Quand vas-tu te décider à le faire ? Malgré le ton moqueur de la mercenaire, Kerrigan décela une pointe d'incertitude. Cela ne pourrait pas faire de mal d'en jouer, mais cela raviva sa propre inquiétude au sujet de la broche. Thorn s'était mis à la porter, épinglé sur son manteau. « Je disparaîtrai quand je serai fin prête. » Thorn s'éclaffa. « Ces idiots l'ont perdu à la faveur d'un épais brouillard. Évaporé, vraiment ? » Immeré n'est pas un imbécile, dit tranquillement Jandara. Il pense que c'est un de ces trucs de verdâtre, et non un cavalier fantôme. Ah oui, petite verdâtre ? Tu connais quelques tours de verdâtre ? C'est possible. Tu ne me prends peut-être pas pour un cavalier fantôme, mais un esprit chevauche à mes côtés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Kerrigan haussa innocemment les épaules, un reste de douleur tirant sur ses côtes. Je ne vais pas tolérer ces inepties. En un bond, il fut sur elle et la gifla au visage. Elle tomba sur le côté et secoua la tête, goûtant le sang de sa lèvre entaillée. Les vestiges de son déjeuner étaient un chaos de miettes sur le sol. Elle se rassit avec effort. « Tu n'es qu'un ruffian !» dit-elle à Thorn. « Et un lâche !» Thorn se contenta de rire. Mais Kerrigan vit cependant avec satisfaction qu'elle avait instillé le germe du doute dans son esprit. Si seulement elle pouvait mettre la main sur la broche. À l'heure actuelle, néanmoins, cela paraissait improbable. Ils traversèrent de nombreux villages, gagnés sur la forêt. Ils étaient bien petits, en fait, pour mériter l'appellation de village.
Les habitants, chichement vêtus, travaillaient près de leur cabane. Ils étendaient du linge au doux air printanier, s'occupaient de potager, là où de la lumière en quantité suffisante perçait la voûte des arbres et permettait aux légumes de pousser, et coupaient du bois. Thorn se servit d'une partie des sous de cuivre pris dans les poches de Carrigan pour acheter du pain et du fromage, tout en fanfaronnant auprès des villageois à propos de la voleuse que lui et sa partenaire avaient capturée. Plus souvent qu'à leur tour, on leur offrait le repas, après ce récit de leur invention. Carrigan ne reçut que des regards mauvais et des insultes au sujet des voleurs qui vivaient sur le dos des Sacoridiens respectueux des lois, eux qui essayaient d'arracher leur subsistance aux terres sauvages. Certains la dévisageaient scrupuleusement, peinant à croire qu'une fille si jeune, à l'air innocent, puisse être une voleuse notoire. « Cela fait partie de ses manigances, » expliqua Thorn dans un des hameaux. « Elle a l'air innocente, mais quand vous tournez la tête... » Il ouvrit grand les bras, laissant les villageois en tirer leurs propres conclusions. « Vous voyez ce cheval et le manteau qu'elle porte ? Elle a tué un cavalier vert. Que oui !» Des exclamations perturbées parcoururent l'assemblée. La communauté était réunie presque au grand complet autour des mercenaires et de leurs captives. Les visiteurs étaient rares, et ils avaient soif de nouvelles. Carrigan se dit qu'ils devaient être des gens bien. Elle ne pouvait pas leur reprocher leur expression accusatrice, quand il ne s'agissait pas de regards craintifs. Ils avaient sans doute été victimes de bandits plus d'une fois. La loi royale n'atteignait que rarement ces endroits isolés, sauf pour prélever les impôts. Et Thorn était un habile conteur, et en dépit de ses mensonges flagrants, Carrigan n'osa souffler mot. Jandara la maintenait contre elle, la pointe d'une dague pesant sur son dos. C'était frustrant d'être si proche de gens qui auraient pu l'aider. Mais les paroles de Thorn les avaient ligués contre elle. « C'est déjà assez difficile avec les Blattreux qui traversent la frontière, » murmura un homme. Il souleva sa casquette de cuir et lissa ses cheveux vers l'arrière. « On n'a pas besoin que les nôtres volent et tuent. » « Des Blattreux ?» demanda Jandara, surprise, en écho aux pensées de Carrigan. « Qui aurait franchi la frontière ?»« Ouais, » gronda-t-il. « Ils ont tué une famille, à pas 7 kilomètres d'ici, sur la piste, Mirputnal. Et nulle part il y a des soldats du roi. On a envoyé un autre petit gars à la cité pour chercher de l'aide. Nous autres, on dort que d'un œil avec le peu d'armes qu'on a sous la main. Et on a organisé des tours de garde durant la nuit. »« Sage précaution, » dit Jandara. « Des Blattreux qui ont franchi la frontière. » Ouais. Et puis, certains de nos chasseurs ont trouvé la carcasse d'une créature surnaturelle et de sa progéniture. Carrigan écouta avec un regain d'attention. On l'aurait pas cru si c'était pas les meilleurs pisteurs de notre communauté qui l'avaient trouvé. Et plus honnête qu'eux, y a pas. La chose qui l'a trucidée, elle doit être encore plus dangereuse. Plonger ses crocs dans le ventre de la créature, voilà ce qu'elle a fait. Ça incite à croire les contes des ménestrels d'antan, sur Moravon et la forêt du voile noir. Carrigan aurait voulu rire tout haut. Peut-être devait-elle appeler son banal sabre Croc, à l'instar des grands guerriers qui baptisaient leurs lames, ou qui portaient des armes issues d'un lignage ancien et baptisées d'un nom tout aussi ancien. S'il savait seulement qui a réellement tué la créature.
La foule continua à babiller à propos de mâles anciens, de vieilles prophéties et de la longue guerre. Kerrigan se plongea dans ses propres pensées. Estral, sa source intarissable d'informations, avait mentionné l'existence de troubles dans la zone frontalière. Mais des blattereux? Elle avait alors eu peine à croire que les blattereux oseraient quitter leur tanière du lointain nord, après avoir été massacrés et dispersés à l'issue de la longue guerre, la peur de la Ligue implantée dans leur cœur. Mais à présent, elle ne doutait pas que les blattereux, ces Sieds de Moraven l'Obscur selon la légende, ces créatures apparentées de loin à l'homme, mais à l'allure de bêtes, meurtrières lors des batailles, rôdaient en territoire sacoridien. Il n'y avait plus de place pour l'incrédulité, plus depuis Murray, plus depuis la créature de Cormoran Van. Des choses se produisaient dans le monde, et sa bien-aimée Sacoridi ne semblait plus être un lieu très sûr. Une traction sur son manteau la sortit de sa rêverie. Un petit garçon, aux cheveux blonds et bourriffés, la dévorait de ses grands yeux bruns solennels. Il ne pouvait avoir plus de 6 ans. « T'as vraiment tué quelqu'un » demanda-t-il, aussi effrayé qu'admiratif. Kerrigan regarda autour d'elle. Les habitants et les mercenaires étaient trop occupés à discuter pour leur prêter attention. Elle posa les yeux sur le petit garçon. « Non. »« C'est vrai ?»« Oui. » Je me disais aussi. Il lui fit un grand sourire joyeux, puis partit en courant rejoindre sa mère, qui se tenait à l'écart un peu plus loin, en compagnie d'un groupe d'autres femmes. Elle passa un bras protecteur autour de ses épaules, et jeta à Kerrigan un regard mauvais. Jandara et Thorn furent invités à partager le dîner des habitants. La venue de visiteurs apportant des nouvelles du vaste monde était une raison suffisante de se réjouir. Le festin eut lieu en plein air, car aucune ferme du coin n'était assez vaste pour accueillir plus d'une famille peu nombreuse. On fit passer de main en main des pots d'onguents de grâce, et des bougies fumantes furent allumées pour tenir à distance les insectes affamés. Cependant, personne n'en donna à Kerrigan, et on l'attacha à un frêne, hors de portée des bougies, bâillonné fermement avec des guenilles. Comme si ces conditions misérables ne suffisaient pas, l'odeur des viandes rôties flottait tout autour d'elle. Son estomac grondait. Le quignon de pain dur que Thorn lui avait jeté tantôt n'avait pas apaisé les crampes de la faim. Un des villageois montait la garde non loin. Il semblait plus enclin à regarder les festivités, sa lame ébréchée et rouillée oscillait dans sa poigne molle. Kerrigan pouvait entendre de la musique, de simples percussions et des pipeaux essentiellement, et les rires et les applaudissements des gens qui dansaient. Elle autorisa quelques larmes à se frayer un chemin sur ses joues. Si seulement la broche au cheval ailé avait été en sa possession, ou bien la fleur de Sorbier. Comme les sœurs Sorbier lui manquaient, ainsi qu'Estral et son père. Où était-il en ce moment? Était-il à sa recherche, ou la supposait-il morte? Le reverrait-elle jamais? Cette fois, les larmes coulèrent librement sur ses joues, et elle sanglota sans retenue. Et sous les guenilles, l'air se raréfia. Elle était si seule. Comment avait-elle pu se fourrer dans un tel pétrin?
Jamais plus elle ne souhaiterait partir à l'aventure. Elle voulait seulement rentrer à la maison. En d'autres circonstances, elle aurait pu trouver la nuit plutôt agréable. Une lune laiteuse s'était levée, loin au-dessus des arbres, et des étoiles parsemaient le ciel. Le rire des villageois lui rappelait son foyer, mais elle ne s'en sentit que plus esselée. Elle prit une profonde inspiration râpeuse et expira lentement par le nez. Une douce brise sécha ses larmes, murmurant l'été encore à venir. Cela aurait été facile de se sentir bien ici, à l'aise, si seulement elle n'avait pas été attachée à un arbre et bâillonnée. Comme j'aimerais t'aider. Les mots flottèrent vers elle, comme portés par la brise. Elle regarda frénétiquement autour d'elle et se tortilla au maximum pour regarder derrière l'arbre. Mais il n'y avait personne. Comme t'aider. Kerrigan se redressa, ses sens en alerte. Je danger la route. Bondit j'ai. Kerrigan grommela sous le bâillon, incapable de répondre. Je plus force aider maintenant. J'aime pouvoir aider. Kerrigan remua, essayant de se libérer de ses liens. Était-ce Brian Cobleby qui essayait de communiquer avec elle? Entendre la voix d'un fantôme faisait-il d'elle une folle? Pas aider. Oui, fut tout ce qui sortit du bâillon. Elle entendit de petits rires tout autour d'elle. Levant les yeux, elle vit tous les jeunes enfants du village qui la regardaient, comme si elle était quelques étranges bêtes du zoo de Corsa. Au premier rang se trouvait le petit garçon qui lui avait adressé la parole plus tôt dans la journée. « T'es un meurtrier ?» demanda la petite fille, l'index comproné à la bouche. « C'est quoi un meurtrier ?» « Chut, Ornette, » dit sagement le garçon. « C'est pas une meurtrière. Elle me l'a dit. »« Peut-être que c'est une folle, » dit un autre garçon. « Ma grande-tante était folle, et ils l'ont enfermée dans le grenier. » Les autres enfants furent dûment impressionnés. « C'est quoi un meurtrier ?» demanda encore la toute petite fille. « Ça veut dire qu'elle a tué quelqu'un, » dit le premier garçon. Kerrigan s'éclaircit la gorge, et tous sursautèrent. Le garçon regarda subrepticement autour de lui, puis fixa Kerrigan avec une mine très sérieuse. « Tu dois promettre de ne pas parler. »« Enfin, pas fort. » Kerrigan hocha la tête ardemment. Le garçon regarda encore aux alentours, puis tira le bâillon qui couvrait sa bouche. Elle respira profondément à plusieurs reprises, puis dit « Je n'ai tué personne. » Les enfants sursautèrent de nouveau au son de sa voix, mais ils semblaient prêts à la croire. « Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez avoir des ennuis si vous me parlez. » Pas très sommeil. Il a bu trop de cidre. Puis le garçon désigna du doigt le garde, qui leur tournait toujours le dos. « Tu dois être très calme, tu te souviens? Comme ça on n'aura pas d'ennui. On est venu pour te regarder. » Cette fois, Kerrigan eut vraiment l'impression d'être une bête curieuse dans un zoo. « Alors partez.
Je n'aime pas qu'on me dévisage. Ce n'est pas poli. » Les sœurs Sorbier auraient approuvé. Les enfants rigolèrent, surtout lorsqu'elle leur fit une grimace. Ils déguerpirent, papotant entre eux passionnément, à voix basse. Ils avaient bravé l'interdiction parentale en lui parlant, et ils étaient tous fiers. Seul le garçon aux cheveux de sable resta, et Carrigan vit qu'il tenait un plat, où s'amoncelaient des restes de nourriture. « Je n'ai plus faim. Tu peux le manger. » Carrigan faillit se comparer à un chien famélique, mais elle avait trop faim pour s'en soucier. Elle se pencha vers le plat qui lui tendait et mangea avec avidité. Pour finir, elle lécha le plat. Elle ne savait même pas vraiment ce qu'elle avait mangé. Mais pour la première fois depuis des jours, elle était rassasiée. « Comment tu t'appelles » lui demanda-t-elle. « Cendré. »« Merci, Cendré. Merci. » Il sourit timidement, puis, sans prévenir, lui fourra de nouveau le bâillon dans la bouche. Il partit en courant rejoindre ses amis. Carrigan le vit s'éloigner à regret. Elle avait été sur le point de lui demander de la détacher. À l'exception d'un passage aux latrines pour se soulager, on l'avait laissée attachée à l'arbre en permanence, dans cette position inconfortable. Au matin, quand Thorne la fit se relever, ses genoux se dérobèrent. Il attendit avec impatience qu'elle masse ses jambes pour les dégourdir. Le grand manteau était plus lourd qu'avant, et les poches contre ses hanches étaient bombées. Quand Thorne regarda ailleurs, elle glissa les mains à l'intérieur, et les trouva remplies de ce qui, au toucher, lui sembla être de la viande séchée, du fromage, du pain dur et une pomme. Cendré et ses amis avaient dû y glisser pendant son sommeil. Il ne voulait pas qu'elle reparte affamée. Quand elle put finalement se mouvoir sans trop de peine, Thorne lui attacha les mains devant. Il se pencha et lui murmura à l'oreille. « Un seul mot, et la dague de Jandara finira sa course dans ton dos. Dois-je te bâillonner » Carrigan secoua la tête. Une nuit avec ce bâillon fétide lui avait suffi. Ils quittèrent tous trois le village, Thorne en tête, Carrigan au milieu, et Jandara fermait la marche, emmenant Cheval par la bride. Les habitants donnèrent des bourrades dans le dos de Thorne et de Jandara, ou leur serraient la main en leur souhaitant bonne allure. À Carrigan, ils souhaitèrent une pendaison en bonne et due forme. Les enfants aussi étaient là, et agitaient leurs bras avec emphase en guise de revoir. En retour, Carrigan fit un clin d'œil à ses petits bienfaiteurs et leur sourit. Un père surprit l'échange et, furieux, lui jeta une pierre qui manqua son épaule d'une paume, mais elle en avait cure. Malgré l'animosité des villageois qui l'entouraient et la morose perspective du voyage pendant des jours avec Thorne et Jandara, quelque chose de bon s'était produit. Elle s'était fait des amis parmi les enfants, alors même que tous les autres l'avaient méprisée, et qu'elle n'avait jamais été aussi seule. Lorsqu'ils furent hors de portée d'oreille des villageois, Thorne gloussa. « Les dupes ! Raconte-leur une belle histoire et ils te mangent dans la main. »
Les sacoches de cheval étaient remplies à ras-bord de victuailles. Peut-être qu'on devrait faire ce genre de choses à plein temps. Jandara haussa les épaules, l'air indifférent. C'est ennuyeux de trimballer un prisonnier. Elle lança un coup d'œil à Carrigan, qui se redemanda ce que ces deux-là faisaient avant de devenir mercenaires.